Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mois de l'horreur 2024. Ce soir, je vais vous parler de Charles Ponzi, surnommé le Maître. Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, à tes souhaits, est né le 3 mars 1882 à Lucco en Italie. On a malheureusement très peu d'informations sur son enfance, mais il aurait travaillé comme postier avant d'étudier 4 ans à l'université de Rome. Comme beaucoup à cette époque-ci, Ponzi va faire partie de la vague d'immigration d'Italiens aux États-Unis et il va arriver à Boston le 15 novembre 1903 à bord du SS Vancouver. Selon ses propos à lui, donc à un journaliste de The New York Times, il n'avait que 2,50 $ en poche, ayant perdu toutes ses économies au jeu pendant la traversée. Beaucoup de détails sur la vie de Ponzi proviennent de ses propres déclarations, ce qui les rend un peu douteuses compte tenu de son sens de la fabulation. Néanmoins, à Boston, il occupe plusieurs emplois, dont celui de garçon de restaurant, d'où il a été congédié pour vol. Il finit par quitter Boston en juillet 1907 lorsqu'il apprend que l'un de ses compatriotes, Luigi Zazzaro, Zarossi, s'est installé à Montréal, et s'est fait une petite fortune dans le commerce de cigares. Il a également mis sur pied une institution financière, la Banca Zarossi, qui vise à encaisser les économies des immigrants italiens. Ponzi va obtenir un emploi donc dans cette banque en se faisant passer pour Charles Bianchi, un parent de la riche famille Bianchi, totalement fictive. Il entre comme caissier avant d'être promu à des fonctions plus importantes. L'avantage pour les immigrés était que la banque proposait 6% d'intérêt contre 2% pour les banques classiques. Et c'est vrai que les banques classiques avaient quand même des réticences à ouvrir des comptes pour les immigrés parce que voilà, il y avait quelques préjugés. Donc de voir qu'un Italien immigré ouvre une banque spécialement pour les immigrés italiens,
moi je la veux, hein. Moi ça me va honnêtement. Les profits étaient censés provenir d'une spéculation sur les coupons, réponse internationale. La rapidité de la croissance de ce profit, on va dire, est aussi fulgurante que le désenchantement des investisseurs lorsque toute l'affaire éclate en août 1920. Environ 40 000 personnes avaient investi 15 millions de dollars, dont seulement un tiers leur fut redistribué. Dénoncé dans le Boston Post, il se rend aux autorités le 12 août 1920. En même temps, il y a des témoins à droite à gauche. Il n'avait pas vraiment le choix, quoi. Dans le procès fédéral qui s'ensuit, Ponzi plaide coupable et est condamné à 5 ans de prison. Libéré après 3 ans et demi, il doit alors faire face à des charges au niveau de l'État du Massachusetts. Le procès va jusqu'en Cour suprême des États-Unis et il est de nouveau condamné à une peine de 7 à 9 ans de prison. Entre-temps, il se rend en Floride où il reprend ses arnaques. Cet homme est vraiment né sans cervelle, donc hein, on est d'accord. Et condamné à 1 an de prison en 1926. Il est incarcéré en février 1927 à la prison d'État de Charlestown, située à Boston, afin de purger tout simplement sa peine. À sa libération en 1934, les instances fédérales ordonnent son expulsion vers l'Italie. Il se voit alors contraint de rejoindre son pays natal. Il organise là-bas, devinez quoi, plusieurs arnaques à petite échelle, absence non justifiée du cerveau là vraiment. Benito Mussolini, que l'on connaît presque tous, lui offre un poste à la sélection financière du gouvernement italien. Ponzi continuait à exercer des activités illégales et parvint à estorquer un important montant au trésor public italien. Waouh, je suis choquée. Il va finir par fuir vers le Brésil et rédige son autobiographie The Rise of Mr. Ponzi, publiée en 1936. Ponzi passe les dernières années de sa vie dans la pauvreté, travaillant occasionnellement comme traducteur. Sa santé se dégrade et en 1941, une crise cardiaque le laisse affaibli. En 1948, il devient presque complètement aveugle et une hémorragie cérébrale paralyse sa jambe et son bras gauche. Il finira par décéder à Rio de Janeiro le 18 janvier 1949 dans un hôpital public. Il est inhumé au cimetière de Caju à Rio. Je vous avoue que ça m'aurait intéressé de trouver un rapport psychologique sur cet homme parce que j'aimerais en fait tout simplement comprendre pourquoi est-ce que il a continué à mettre en place toutes ces arnaques en fait, même après avoir été incarcéré, puni de nombreuses fois. Surtout que le coup du sort finalement c'est qu'il a estorqué énormément d'argent